Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On va démarrer, on va aller hyper vite parce que là, en fait, Zoom va pas nous permettre de rester trop longtemps. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je vous ai tous coupé, je vous ai mis sur muet, voilà, pour que le son en arrière-plan ne dérange pas. Donc ce soir, nous allons parler de l'analyse fondamentale, ok, donc qui est un sujet très pertinent que beaucoup ne comprennent pas. Donc, nous allons expliquer en quoi c'est important, pourquoi un trader doit forcément avoir besoin de l'analyse fondamentale pour pouvoir trader ou faire long parcours, long chemin dans ce domaine. Donc, nous allons débuter déjà par la définition. Let's go. Donc, quand nous prenons l'analyse fondamentale est tout simplement, voilà, l'étude et la collecte de données fondamentaux, que ce soit sous la forme de rapports, de données, d'annonces ou d'événements économiques, politiques ou environnementaux. C'est aussi l'étude de ce qui se passe dans le monde autour de nous, économiquement et financièrement parlant. Et elle tend à se concentrer en fait, voilà, sur la façon dont les éléments micro et macroéconomiques affectent ce que nous échangeons, c'est-à-dire nos paires de devises telles que l'euro USD, l'euro NZD, voilà, etc. Les institutions financières, les gouvernements, les banques centrales ou même certains organismes privés publient régulièrement des rapports ayant parfois des impacts très importants sur l'évolution des cours des marchés financiers. Il y a beaucoup qui viennent encore, je vais essayer d'admettre la majorité et voilà, vite évoluer parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, nous allons parler en fait voilà, des thèmes employés. Donc, parmi les thèmes employés, nous avons l'emploi, le taux de chômage, les inflations, produits manufacturiers, consommation des ménages, croissance économique, le taux d'intérêt et même le PIB, etc. Donc, il peut s'agir tout aussi bien de bilans, de perspectives, des rapports qui sont communément appelés indicateurs. Donc, dans ce cas, nous allons parler d'indicateurs économiques par les marchés financiers, car ils vont influencer de manière positive ou négative en fait l'évolution des cours sur les marchés. Nous allons donc dans ce chapitre vous présenter les indicateurs en fait, voilà, qui ont un impact sur les marchés du forex. Et ces indicateurs concernent les pays de la zone ou zone économique représentative des devises les plus tradées sur le forex. Donc nous avons les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon. Auparavant, nous présenterons brièvement aussi les banques centrales de ces quatre pôles, voilà, dont l'importance sur les cours est indéniable. Donc, c'était juste pour dire en fait que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, le GBP, le JPY, comment je vais dire, le yen, ok. Donc, nous avons des indicateurs en fait qui impactent ces différents marchés là, tout simplement. Donc, nous, en tant que trader professionnel, un trader quand même doit pouvoir tout le temps regarder ces données, tout le temps regarder ces news là en fait, afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans ces différents pays et voilà comment aborder les marchés. Donc, nous allons passer ensuite à les banques. Donc, au niveau des banques, en fait, nous avons la Fed. Auparavant, qui n'existait pas aux États-Unis, aucune institution chargée de la politique monétaire, le marché était, voilà, instable et le système bancaire jouissait d'une confiance relative auprès du public. C'est dans l'objectif de motiver cette image, en fait, de la banque que fut créée la Fed, Federal Reserve Board, en 1913 par le Congrès. Aujourd'hui, cette organisation est l'une des plus puissantes au monde et elle est considérée comme le gardien de l'économie américaine. Donc, les données venant de cette banque auront un impact phénoménal ou même très grand en fait sur le marché du dollar, sur la paire de devises qu'on appelle le USD tout simplement. Donc, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a été instituée le 1er juin 1998 dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'économie et de l'économie et monétaire en dirigeant le système européen de banque centrale, la SEBC. Donc, sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix en définissant la politique monétaire de la zone euro afin de limiter en fait les variations du cours sur l'euro par rapport aux autres devises, donc afin de pouvoir garder l'euro un peu plus stable. Donc, nous avons la BOE, ok, la Banque d'Angleterre en fait désignée sous le nom de BOE, Bank of England.
a été fondée en 1694. Donc sa création a fait un fort essor commercial du pays. Ok, après l'avoir nationalisé en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a repris son indépendance en 1997, tout en étant régulée par le Financial Services Authority, FSA. Ok, cette année a d'ailleurs été marquée par un tournant majeur dans la politique monétaire du Royaume-Uni. Voilà, puisque en reprenant son indépendance, le pays a également décidé de dire non à l'adoption de l'euro. Donc vous allez comprendre là directement que comment je vais dire, quelque part en fait, le GBP est corrélé en fait avec l'euro. Donc les informations qui viennent de la zone euro en fait peut affecter en fait le livre sterling. La BOE a alors été renforcée par son rôle d'établissement financier majeur. Effectivement, le Royaume-Uni ayant opté pour le maintien de sa monnaie nationale a pu profiter des cours faibles de l'euro pour rendre les placements en livre sterling plus intéressants, mais également adopter une gestion plus flexible que la plupart des autres banques centrales nationales européennes. Donc ensuite, nous allons aborder la BOJ, la Banque du Japon, actuellement Banque centrale japonaise, communément appelée la BOJ, ok, qui est tout simplement créée en fait en 1982, peu de temps après la restauration du Meiji. Ok, cette restauration avait tout simplement permis de mettre en place en fait une monnaie unique japonaise en 1871 qui est le yen. Donc auparavant, chaque fief possédait sa propre monnaie, ce qui ne facilitait pas les échanges au sein du pays, etc. Donc les banques du Japon ont donc créé en fait leur propre politique monétaire et géré en fait l'émission des billets de banque. Donc jusqu'en 1997, la BOJ collaborait étroitement avec les gouvernements en place et était pour cela très critiquée. Il a donc fallu attendre le 1er avril 1998 pour que la Banque centrale japonaise prenne réellement son indépendance après les nombreux scandales qui l'ont alors éclaboussé. Donc nous allons parler ensuite des données économiques. Voilà, ces données qui nous sont très importantes en fait. Donc les données économiques, voilà, est publiées, ok. Donc quand nous prenons l'analyse fondamentale en fait, nous avons un aperçu de la façon dont l'action des prix, quand nous parlons de l'action des prix, du price action, devrait réagir en fonction des événements économiques. Donc c'est pour ça que souvent je vous dis en fait que grâce à l'analyse fondamentale, on peut déjà savoir ou connaître la direction d'un marché. C'est-à-dire quand nous prenons l'euro ISD, on doit savoir déjà grâce à l'analyse fondamentale où l'euro ISD se dirige en fait. Donc les données fondamentales prennent forme en fait. On a plusieurs données en fait. On peut avoir des news comme ce qu'on a en fait ou ce qu'on observe en fait sur le calendrier économique. Donc il peut apparaître comme un rapport publié par la Fed sur les ventes des maisons existantes aux États-Unis. Elle peut également aussi exister dans la possibilité de la Banque centrale européenne et voilà, et qui modifie en fait la politique monétaire tout simplement. Donc quand nous allons parler quand nous allons laisser cette donnée, c'est-à-dire comment je vais la connaître des données en fait qu'on a, nous allons passer au calendrier. La majorité des traders en fait se fient juste au calendrier économique grâce au truc là, comment on appelle. Il y a des petits points, des petits taureaux qu'on affiche à côté quand c'est très fort indiqué, ouais, c'est une news économique importante et tout. Mais en fait c'est tout faux en fait. Personne ne vous dit en fait la réalité derrière. Donc là en fait on va pouvoir vous dire comment réellement utiliser un calendrier économique. Donc quand nous prenons le calendrier économique tout simplement en fait, c'est comme un agenda où sont mentionnés tous les événements économiques importants, mais aussi certains événements politiques qui peuvent avoir une influence en fait sur les paires de devises qu'on trade. Donc en fait ce que vous devez prioriser en tant que trader, c'est en fait les événements économiques très forts et moyens. Le nul là ça ne nous regarde pas, c'est-à-dire là où on a 4 taureaux ou 5 taureaux. Bon, ça dépend du calendrier économique que vous utilisez. Voilà, donc en gros, c'est ça, les événements économiques très forts, qui ont une forte probabilité d'impacter le marché et les moyens. Ce que vous devez faire en fait, vous regardez, en fait, la majorité des traders aussi, voilà, se fient uniquement sur les taureaux qu'on a.
Mais c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça on analyse en fait un calendrier économique. Donc les indicateurs ne doivent pas être pris en compte telles qu'elles sont. Ok, vous devez plutôt comparer les données. Un trader doit avoir son journal de trading à jour. Ok, donc il doit pouvoir tout le temps en fait avoir ces données économiques à jour. C'est-à-dire quand nous prenons l'exemple, j'ai donné l'exemple d'un trader que tout le monde connaît, un Sud-Africain, il s'appelle Forex Broker Killer. Donc quand vous regardez en fait ces trades, c'est quelqu'un qui sait jusqu'à quand tel mouvement va durer, jusqu'à quand tel mouvement va chuter, en fait, combien de temps ça va prendre, dans quelle direction le mouvement ou comment je vais dire, le prix de cette paire de devises là va. Tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'analyse fondamentale. Et lui-même le dit qu'il est un fondamentaliste. Voilà, il ne dit pas qu'il est technical, mais il ne fait pas uniquement que du price action. Donc, en gros, ce qui se limite uniquement au price action, vous avez tout faux. Ça va marcher quelquefois parce que nous avons souvent les marchés, en fait, qui, des jours, comment je vais dire, est technical, qui encore des jours, comment je vais dire, est fondamental. Donc, comment savoir dans quel type de marché on est? Donc, les indicateurs jouent un rôle fondamental. Donc, peu importe, sur les marchés financiers, vous devez conserver vos données. C'est-à-dire, quand on a une news, par exemple, sur les taux d'intérêt ou le PIB, vous devez retenir, en fait, comment je vais dire, les données qu'on a eues. Voilà, c'est combien de chiffres on a eu. OK? Donc, ces chiffres-là, en fait, vous devez les comparer aux news qui vont arriver prochainement en fait. Donc le petit secret qui est caché derrière cette comparaison là, c'est que quoi en fait? Si toutes les publications ont un impact sur les marchés, les résultats publiés en fait sont surprenants. Vous allez voir que les marchés vont faire fureur en fait lorsque les résultats en fait les résultats que vous aurez à la prochaine annonce sera surprenant. Si par exemple on avait prévu pour les taux d'intérêt 5, c'est un exemple je vous donne 5 et que c'est 15 ans là à la prochaine annonce, le marché va exploser. Si c'est une nouvelle positive, ok, le marché va exploser à la hausse. Si c'est une nouvelle négative, le marché va exploser à la baisse. Donc déjà, vous devez déjà, grâce à ça, en fait, c'est un gros secret qu'on ne vous dit pas en fait. Pour vous, en fait, c'est juste d'aller regarder le calendrier économique, voir s'il y a 2 ou 4 euros et que voilà, c'est une forte annonce. Il faut d'autres même utilisent la stratégie là, buy stop ou bien quoi là, je me rappelle plus trop. Et voilà en fait, c'est tout faux en fait. Donc vous devez garder vos données et regarder en fait si les données qui arrivent, est-ce que c'est une surprise ou non. Si c'est une surprise, ça aura un fort impact sur les marchés. Dans le cas contraire, vous allez voir que le marché ne va pas vraiment bouger. Parce qu'une surprise va affoler. C'est comme ça l'homme. Quand il y a une nouvelle qui est surprenante, on dit waouh, c'est comment. Si c'est une bonne nouvelle là, les investisseurs sont contents, les banques, tout le monde est content. Et vous allez voir que les marchés ira. Donc le sentiment des marchés à ce niveau-là, il est haussier. Mais dans le cas contraire, voilà, c'est la baisse qui suit. J'espère que tout le monde comprend et que tout le monde m'entend. Je vais essayer d'ajouter encore, de faire entrer quelques personnes. Donc, on va vite évoluer. Donc, quelques facteurs fondamentaux qui affectent, comment je vais dire, les valeurs monétaires, c'est-à-dire les marchés. Donc, nous avons la croissance économique et perspective, les flux de capitaux, flux de commerce et balance commerciale. Donc, quand nous prenons la croissance économique et perspective, il est facile en fait de comprendre cela lorsque les consommateurs perçoivent une économie forte. Donc, les consommateurs se sentent heureux et en sécurité et dépensent de l'argent. Les entreprises prennent volontiers cet argent et disent hey, nous gagnons de l'argent formidable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent en fait? Les entreprises avec de l'argent dépensent de l'argent et tout cela en fait crée cette recette fiscale en fait saine pour le gouvernement. Donc, une croissance économique en bonne santé fait que en fait tout simplement la perte de devises, elle est positive. Donc, il monte à bord, commence à également dépenser de l'argent. Maintenant, tout le monde dépense et cela a tendance à avoir un effet positif sur l'économie de cette devise-là. Ok? Donc, là, on est en train de parler de produits bruts. Ok? Je vais encore ajouter quelques personnes. Donc, un instant, s'il vous plaît. Donc, je n'ajoute plus, hein, je vais juste continuer. Donc, les perspectives économiques, tant positives que négatives, peuvent avoir un effet, un effet direct sur tout simplement les marchés des devises. Donc, la mesure de la croissance économique la plus couramment utilisée est le PIB. Donc, PIB signifie quoi? Produit intérieur brut. Et représente avec la valeur monétaire totale de tous les biens et services finaux produits, entre parenthèses, les produits vendus, voilà, d'un pays pendant
une période donnée, donc généralement sur un an. Le PIB fournit un aperçu économique d'un pays, utilisé pour estimer la taille de l'économie d'un pays, son taux de croissance, etc. Voilà, on va aller plus vite. Les flux de capitaux, ok? Les flux de capitaux nous aident à mesurer la quantité d'argent qui entre et qui sort d'un pays, ok? D'une économie en raison de l'achat et de la vente d'investissements en capital. La mondialisation, les progrès technologiques, Internet, ont tout contribué à faciliter en fait les investissements. Aujourd'hui, on a la blockchain, on a la possibilité d'accéder au marché. Avant, c'était pas possible. Notre argent, pratiquement partout dans le monde, où qu'on soit. Donc, vous n'êtes qu'à quelques clics de la souris et puis tout est géré en fait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour faire tout. Donc, d'investir dans la bourse de New York, de Londres, ou de négocier l'indice Nikkei de Hang Seng, ou d'ouvrir même un compte Forex pour échanger. Donc, tout est possible aujourd'hui grâce à Internet. Donc, lorsqu'un pays a un flux de capitaux positifs, les investissements étrangers entrant dans le pays sont plus importants que les investissements à l'extérieur du pays. Un solde négatif des flux de capitaux est le contraire direct. Les investissements quittant le pays pour certaines destinations étrangères sont plus importants que les investissements entrants. Avec plus d'investissements entrant dans un pays, la demande augmente pour la devise de ce pays. Donc, les investisseurs étrangers doivent vendre leur devise pour acheter la devise locale. Cette demande fait augmenter la valeur de la monnaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on a un flux de capitaux positif pour l'euro, c'est que l'euro va augmenter. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je pense qu'on a... Voilà. Donc, le commerce international peut être largement distingué comme le commerce de biens, marchandises, services, etc. Donc, on le voit tout le temps, on a des voitures qui entrent, des voitures qui sortent, des marchandises qui entrent et qui sortent aussi. Et donc, tandis que les services représentant pas beaucoup plus faibles en fait. Donc, le commerce mondial des marchandises a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, passant de 10 billions de dollars en 2005 à plus de 18,89 milliards de dollars en 2019. Donc, nous vivons sur un marché mondial. Les pays vendent en fait leurs propres produits aux pays qui les souhaitent en fait, c'est-à-dire de l'exportation, tout en achetant les produits d'autres pays. Donc, c'est de l'importation. Donc, cela démontre pour le bien et service de ces pays en fait que et finalement aussi, pour la monnaie, en fait, quand il y a plus comment je vais dire, quand les exportations sont supérieures aux importations, en fait, il existe un essai commercial à la balance et à la balance commerciale, en fait, ce qui fait que elle est positive. Donc, si les importations sont plus élevées que les exportations, il existe un déficit commercial et la balance commerciale est négative. Donc, exportation supérieure à l'importation égale excédent commercial. Et un excédent commercial égale à une balance commerciale positive, ce qui est bon pour la perte de devises que nous tradons tout simplement. Importation, exportation égale, importation supérieure à exportation, égale à un déficit commercial, égale balance commerciale négative, ce qui est très mauvais en fait pour la perte de devises que nous échangeons tout simplement. Donc, comment analyser fondamentalement une paire de devises? Pour ce faire, il nous suffit de juste analyser la devise de base et la devise de cotation, c'est-à-dire la devise d'à côté. Voilà, pour savoir dans quelle direction elle va. Donc, nous avons pris l'exemple de la paire GBP-USD. Donc, nous avons la devise de base là et la devise de cotation. Donc, pour l'analyse de GBP-USD, d'après les recherches des traders pro de FX Fusion, nous observons une hausse des taux d'intérêt égale à positive pour la devise de base GBP en hausse. Donc, après analyse, nous avons remarqué que nous avons une hausse du taux d'intérêt de l'e-sterling, donc ce qui est positif pour la paire. D'après les recherches encore au niveau du dollar, des traders pro de FX Fusion, nous observons en fait une baisse des taux d'intérêt et un mauvais rapport sur la création des emplois. Donc, ce qui est négatif en fait pour la paire de cotation. Donc, on a dit quoi? Quand la paire de devises là, c'est-à-dire la paire de cotation, la paire d'à côté, elle est positive, la paire chute. Et quand la paire d'à côté, elle est négative, la paire monte. Donc, ici, on a déjà un truc positif, ici, on a un truc négatif. Donc, GBP-USD égale à buy. Donc, déjà,
grâce à l'analyse fondamentale, je sais déjà où ma paire de devises est en train d'aller tout simplement. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de tout simplement prendre mon analyse technique, le faire bien et tout simplement prendre ma position et profiter pleinement de beaucoup de pips. Donc, les questions que doit se poser un trader débutant ou intermédiaire qui veut réussir ou aller très loin dans le domaine, c'est où trouver ces informations précieuses. Première question, que utilisent en fait les traders institutionnels? Deuxième question, comment faire le pont ou résoudre le puzzle en fait entre l'analyse technique et fondamentale tout simplement. Toutes ces réponses se trouvent en fait dans nos packs de formation Forex, FSF Diamond et les masterclass que nous avons là. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Si vous avez des questions, notez-les. On va passer sur le live sur Instagram et vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais pouvoir répondre un à un à ce que je peux. Donc, faites-vous former par nous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que tout le monde a kiffé. D'ailleurs, même si vous avez kiffé le live là, envoyez que des flammes dans le chat. Envoyez que les flammes dans le chat. C'est très important. Si tout le monde a kiffé, à 1, à 2, à 3, envoyez toutes les flammes que vous pouvez même dans le chat. Let's go. C'est le feu la famille, c'est le feu la famille. One love. Je vous aime tous. Le live, le Zoom sera enregistré, sera mis sur notre chaîne YouTube. Donc tout le monde pourra le voir posément et voilà, pouvoir mieux lire, comprendre ce qu'on a dit lors du live, lors du Zoom tout simplement. Donc à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Ça fait super plaisir de voir tout le monde chaud. Merci à vous. Et voilà, tout simplement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.